Salut, moi c'est Chouette Livre et bienvenue dans le 6e épisode de mon podcast. Je ne sais pas vous, mais perso, quand j'entre dans une librairie, certains livres m'attirent instinctivement plus que d'autres. Perso, mon point faible, c'est quand ça brille. Et ça en fait, ça montre que les éditeurs, ils ont compris que pour attirer les lecteurs, l'objet livre a une importance cruciale et ça se voit énormément dans les rayons de littérature jeunesse depuis quelques années. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du beau livre qui soulève autant d'enjeux qu'il souligne de limites. Les dorures, les jaspages et toutes les autres finitions en tout genre ont refait leur apparition dans les rayons depuis plusieurs années. Oui, on parle de réapparition parce que ce n'était vraiment plus courant, surtout en littérature jeunesse, d'avoir des livres avec de telles finitions. Avec chaque année des milliers de titres qui sortent dans les rayons jeunesse, les éditeurs n'avaient pas d'autre choix que de trouver des solutions pour se démarquer sur les tables des libraires. Parmi les premiers à avoir compris ça, il y a les éditions Gulfstream, avec la parution de la trilogie Nina Volkovich de Carol Trebor. En fait, quand on met côte à côte les 3 tomes, on remarque qu'un dessin se forme et qu'ils ont vraiment été pensés dès le début. Et en plus, ils étaient dotés d'un jaspage doré, même si aujourd'hui c'est monnaie courante, en 2012, à la sortie de la trilogie, ce n'était vraiment pas le cas. Il y a aussi d'autres maisons d'édition qui ont bien compris tout l'enjeu de présenter un bel objet livre. Je pense surtout à Monsieur Toussaint Louverture. Comme j'ai pu le dire en intro, ce qui m'attire particulièrement, c'est quand ça brille. Et c'est vraiment comme ça que j'ai découvert la saga Blackwater. Vraiment, le premier tome scintillait dans la librairie et telle une pie, je l'ai pris dans les mains. J'ai lu le résumé avant de me décider à l'acheter, mais quand même, réussir à attirer des lecteurs à juste prendre en main un livre parmi des centaines d'autres, c'est déjà une grande victoire. Toujours chez Monsieur Toussaint Louverture, il y a aussi la série Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, qu'il faut que je poursuive d'ailleurs, j'ai vu que les 3 premiers tomes. Et ce que j'adore, c'est leur démarche déjà de retraduction, mais aussi dans la confection du livre. C'est un hardback pour rappeler les livres anciens, mais il y a aussi une illustration sur la couverture pour la touche de modernité. D'autant plus que c'est une nouvelle traduction. Bref, cet éditeur pense vraiment dans les moindres détails ses livres, mais quand je dis moindres détails, je blague pas. Jusque dans ses matériaux et trucs géniaux, il nous partage dans le colophon tous ses choix. D'ailleurs, pour info, le colophon, c'est la dernière page d'un livre. Et ça, peu d'éditeurs le font. En général, c'est tout juste si on a le nom de l'imprimeur et le pays où c'est imprimé, alors que c'est techniquement obligatoire. Et Monsieur Toussaint Louverture, non seulement il nous partage tout ça, mais en plus il le fait avec poésie. Par exemple, dans le premier tome d'Anne de Green Gables, à propos des magnifiques gardes, c'est écrit « Les gardes sont en majestique classique médaille bronze de 120 grammes et rien que pour le nom, nous sommes certains qu'Anne Shirley adorerait. » Et ils expliquent aussi comment est la reliure, quel type de papier ils ont utilisé, la police qu'ils ont utilisé. Bref, il y a vraiment énormément de détails et c'est un truc vraiment très 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 chouette. Perso, moi ça m'intéresse toujours de voir ça. Et ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois, que ce soit dans Blackwater ou dans Anne de Green Gables, parce que c'est principalement ça que j'ai de chez eux, il faudrait vraiment que je m'intéresse plus longuement au reste de leur catalogue, parce qu'ils produisent vraiment des livres magnifiques et de très grande qualité, aussi bien pour le texte que pour l'objet. Eh bien, à chaque fois, ils prennent des éléments du texte, des références à l'histoire qui vient de se dérouler, pour raconter un petit peu quelle est l'histoire de ce livre en tant qu'objet, c'est quoi son papier, etc., etc. Et je trouve que c'est tellement bien de faire ça, et voilà, pour moi ça fait partie des finitions ça aussi, et je trouve ça magnifique. Le but est bien sûr de plaire au potentiel lecteur et d'être vendu, mais vraiment ici on a un objet vraiment cohérent avec le fond, et c'est encore plus beau je trouve, et il y a vraiment une volonté de redonner une identité à l'objet. Et cela fonctionne très bien, puisque ce premier tome d'Anne de Green Gables s'est vendu à pas moins de 60 millions d'exemplaires, un véritable succès commercial.
Et en parlant de phénomènes, les réseaux sociaux tiennent aussi leur rôle. YouTube, Instagram ou encore TikTok. Surtout TikTok qui a une force virale incroyable et qui peut réussir à relancer les ventes d'un livre qui dormait telle la belle au bois dormant en attendant ses lecteurs. J'ai notamment en tête Le Chant d'Achille de Malin Miller, sorti en 2011, qui a explosé 10 ans plus tard, et c'est le même schéma pour 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. D'ailleurs, pour ces deux livres-là, c'est le succès renaissant qui a donné lieu à la fabrication de beaux livres qui se sont extrêmement bien vendus. Et si les lecteurs-lectrices se filment en train de pleurer à cause du livre qui leur a déchiré le cœur, c'est encore plus viral et les ventes du livre, elles, sourient. En tout cas, les réseaux sociaux et les lecteurs eux-mêmes font la promotion des livres, et si le livre est déjà un beau livre, il va beaucoup plaire sur les plateformes. S'il n'en est pas encore un, il en deviendra un si les ventes explosent. Malheureusement, derrière un beau livre, il peut y avoir une déception, d'autant plus quand le prix de ces livres sont plus élevés. Il y a justement des collections qui jouent là-dessus. J'en parlais dans l'épisode dédié à Jane Austen, je disais que mon édition de Manchester Park dans la collection des romans éternels, je la déteste quoi. Elle est bourrée de fautes alors que il y a un éditeur et une correctrice de mentionner à la fin, mais bon, c'est juste une mention apparemment. Il est juste beau et ça s'arrête là. Ils ont juste coulé une vieille traduction libre de droit dans leur maquette et hop. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais vraiment, je vous déconseille vivement cette collection. Toujours dans le thème de la déception, mais pas niveau qualité éditoriale, mais plutôt du côté du tirage limité. Déjà, forcément, tout le monde ne peut pas avoir son collector, mais surtout, il y a des petits profiteurs qui en prennent plusieurs et tentent de les revendre plus cher derrière. Par exemple, l'année dernière, je voulais m'acheter La vie invisible d'Adi Larue. L'édition hardback n'était plus dispo parce qu'il s'agissait d'éditions limitées. Je me suis alors rendue sur des sites de revente et le moins cher était à 150 €. Donc, comment vous dire que je me suis vite rabattue sur le brochet que perso je trouve très bien même s'il m'a l'air bien fragile parce que la jaquette c'est comme du calque. Mais bon, je les retire toujours quand je lis donc perso ça ira. Mais quelques jours après l'avoir acheté, Lumen, la maison d'édition où c'est édité, annonçait la réimpression de ce fameux collector en édition dite limitée. Alors, on pourrait croire que j'étais la plus deg, mais en vrai, pas tant, parce que je pense un petit peu à ces personnes qui ont adoré ce livre et qui voulaient absolument l'avoir en collector parce que c'était leur livre préféré ou que sais-je, et qui l'ont acheté en occasion au prix fort. Et ça me fait vraiment mal au cœur pour eux. Mais ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est la fabrication de ces livres, vous vous en doutez peut-être. Ou pas d'ailleurs. En fait, toute finition, ça peut être du jaspage, des dorures, du vernis sélectif, une jaquette en plus, des découpes, du gaufrage. Bref, toutes ces finitions, ça a un coût. En France, ça coûterait beaucoup trop cher pour être rentable avec un livre avec autant de finitions. Le livre serait vendu giga cher et personne n'aurait envie de l'acheter. Donc les éditeurs se tournent énormément vers les pays d'Asie, qui, notamment parce que les lois sur les conditions de travail et les salaires sont douteuses, proposent des coûts plus réduits. Donc déjà niveau conditions de travail, c'est pas ok, mais en plus, la production demande beaucoup d'énergie et comme c'est pas la porte à côté, le transport vient s'ajouter et pareil, ça pollue. Parmi les éditeurs jeunesse qui impriment le plus en Asie, il y a Ozu, Bayard Jeunesse, Fleurus, Gallimard Jeunesse, Hachette, Milan, Nathan. La liste est trop longue pour que je les cite tous, mais on se rend compte qu'il s'agit des plus grands groupes. Les livres cartonnés pour les moins de 3 ans sont 1 fois sur 2 imprimés en Asie, alors que pour les livres pop-up, c'est plus de 75% de la production. D'ailleurs, dans le genre chaotique, les livres pop-up ont fait pas mieux. Enfin pas pire. Par exemple, les livres Minalima, qui ne sont plus les livres Minalima d'ailleurs pour les éditions d'Harry Potter chez Gallimard Jeunesse, eux, ils sont produits en Chine, donc hop, le bilan carbone. Ensuite, on a plein de découpes, donc énormément de gaspillage papier derrière. À cela, on rajoute le fait que les éléments pop-up sont très fragiles, donc c'est manuellement qu'on les assemble. Donc ça demande énormément de main-d'œuvre, et pour rappel, les salaires sont misérables là-bas et les conditions de travail le sont aussi.
Et j'ai pu avoir entre les mains l'un de ces tomes pour mes recherches sur le beau livre en littérature jeunesse justement. Et j'étais affligée de voir qu'entre les pages, il y a quasiment systématiquement des feuilles très fines type papier calque pour protéger les éléments fragiles. Hop, une deuxième couche de gaspillage papier. Et en plus, celui que j'ai pu feuilleter était neuf et les coins de la couverture étaient déjà un peu abîmés et la couleur partait déjà un peu à certains endroits. Donc niveau qualité, c'est pas si fou que ça. Et le pire, c'est que c'est vendu sous plastique pour justement pas qu'il s'abîme. D'ailleurs, le conditionnement, si c'est livré juste dans un carton ou si on rajoute des blisters pour pas qu'il s'abîme, ben pareil, ça joue aussi sur l'impact écologique du livre. Sans parler du fait que, comme ça revient moins cher à l'unité d'en faire produire plus, les éditeurs font de très gros tirages. Et comme je l'ai déjà dit, les rayons jeunesse sont déjà pleins à craquer. Et certains livres ne trouveront pas de lecteurs à leurs pieds et finiront tout bonnement au pilon. Je ne vais pas vous laisser sur une note si négative. Certes, la production de livres, ça n'aura jamais zéro impact écologique, mais on peut tout du moins essayer de le réduire. Par exemple, déjà privilégier les impressions en France ou au moins en Europe pour réduire le bilan carbone du transport. La maison d'édition La Cabane Bleue, par exemple, tout près de Nantes, fait imprimer plusieurs titres en même temps pour économiser sur le papier. Et son imprimeur est en France à moins de 500 km d'elle. Mais du coup, bye bye les fioritures ? Oui et non. Parce qu'il y a encore des imprimeurs qui le font en France, mais ça se fait plus rare justement parce qu'ils ne sont pas du tout compétitifs au niveau du prix, et ce sont des savoir-faire qui se font de plus en plus rares du coup, mais pour justement des collectors en édition limitée, on peut y réfléchir. On peut aussi essayer de rendre incroyable visuellement un livre sans faire autant de finition et en trouvant de nouvelles idées innovantes qui feront que ce livre il sort du lot avant que l'idée soit copiée par les autres, comme ça a été le cas pour moult jaspages qu'on voit partout en librairie aujourd'hui. Parce que je sais pas vous, mais maintenant on voit du jaspage sur tous les livres et j'ai l'impression qu'il n'y en a plus aucun qui sort vraiment du lot finalement. Bon, ça c'est mon avis, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et éclairé sur certaines choses concernant les beaux livres, leur pouvoir marketing et leur impact environnemental. N'hésitez pas à noter, liker, partager et commenter. J'aime toujours échanger plus encore sur les sujets que j'aborde. Moi, en attendant, je vous souhaite de chouettes lectures et à très bientôt.